Ouvre Le pays de l'horizon lointain chez Joël Losfield, paru en 2021, c'est ça. Alors, on pourrait dire très simplement, pour résumer le livre, que c'est l'histoire d'un homme de sa naissance à sa mort, Walter Gracie. Mais c'est aussi son époque. Et pas simplement ce qui se passe en Écosse, où Walter vit, parce qu'une partie du livre se passe en France, en Suisse, en Italie, dans les États allemands. Et puis c'est toute une vie de petits bonheurs, et aussi de grands malheurs, parce que c'est aussi une époque où les hommes et les femmes traversent des petits bonheurs et des grands malheurs. Donc il y a les petits malheurs ou les petits bonheurs de Walter Gracie, et puis il y a ceux des autres aussi. Et là, c'est, je trouve, le plaisir de l'écriture d'évoquer en quelques phrases, avec précision, la complexité des rapports sociaux ou des rapports familiaux, sous la forme d'une chronique. Je ne l'ai pas dit, mais c'est un certain nombre de petits chapitres, courts chapitres, une page et demie, parfois un peu plus. 17 octobre 1777. Julien Gracie, le père de Walter, avait l'air de ces hommes attendant une chose qui s'est passée depuis longtemps. En tout ou presque, il était l'antithèse de son père Kenneth. Petit et râblé, le cheveu et le teint sombre, la voix nasale, l'esprit fermé et la chair triste. Encore jeune, il semblait déjà être entre deux âges. Le conformisme lui était devenu une seconde nature qui l'empêcherait à jamais de connaître la première. Il a incarné à lui seul la fière race des pense-petits. En ce mois d'octobre, il avait emmené Walter avec lui pour une visite d'inspection du petit domaine près d'Ardross, avec ses multitudes de terres louées à l'année à des fermiers très humbles. Et le père avait pointé du doigt un vol de corbeaux et de corneilles au-dessus d'une carcasse de mouton. Même les hordes de Tartares n'étaient pas à moitié aussi destructrices que les corbeaux pernicieux qui s'en prenaient à l'orge, au froment, au seigle, à l'avoine, au pois, aux haricots, aux fèves, aux pommes de terre et même aux modestes navets. Il fallait que les champs soient couverts de givre, de gel et de neige pour que les vermines noires et voraces les laissent tranquilles. Les pertes financières étaient énormes, entre 2 livres et 5 livres par acre de bonne terre arable, et si l'on multipliait cela par la surface cultivée en Écosse, le tort causé relevait du pillage pur et simple. Il fallait s'unir et exterminer ces immondes bestioles. Alors on voit à travers cette petite lecture qu'on est dans un monde de propriétaires terriens. C'est à la fois une famille d'avocats, mais c'est aussi des gens qui tiennent la terre. Et c'est un moment un peu charnière dans la vie. Ça se passe à la fin du XVIIIe siècle. Il naît, si je me souviens bien, en 1768. Et donc c'est le début de la révolution industrielle en Angleterre, qui touche aussi l'Écosse. Et pour moi, c'est un des points forts justement du livre, de nous faire toucher du doigt, sans vraiment décrire la révolution industrielle, mais par petites touches comme ça de biais, on accède aux grandes fractures que cette période a pu générer. Et ce qui m'a passionné justement, c'est une des dimensions qui transforme le monde à ce moment-là, et le monde de la connaissance, et le rapport au savoir que les hommes de ce temps sur lesquels ils ont pu s'affronter d'ailleurs. Parce que, à la fois, Walter, il est éduqué à l'ancienne, hein, il fait, comme on dirait, ses humanités, on y ajoute le droit, évidemment, puisque dans la famille, on devient avocat. C'est un honnête homme, comme on le dit au XVIIIe et au XIXe siècle. Hein. Et en même temps, il s'intéresse aux sciences, aux machines. Et voilà, il fait partie de cette catégorie que, un peu coïncident, j'ai étudié dans mon travail universitaire, qu'on appelait notamment au début du XIXe siècle les capacités, c'est-à-dire ces gens issus d'un monde
riches ou semi-riches, mais qui, par leur connaissance, par leur diplôme, étaient capables aussi d'arriver aux manettes du pouvoir. Et c'est ça un peu aussi qui est montré dans le livre, c'est ce glissement du savoir vers le pouvoir. Et c'est exprimé d'ailleurs tout à fait clairement à certains moments. Hein. Le savoir devient primordial pour comprendre le monde et le diriger. Et c'est une rupture dans la manière dont on voit le savoir. Je trouve qu'il y a des résonances aussi avec ma constellation d'une certaine manière, parce que c'est un moment où, comme le dit un auteur que j'aime beaucoup, Romain Bertrand, le parti de l'entaille a supplanté le parti du détail, l'art du détail. Le parti de l'entaille, c'est-à-dire ceux qui veulent aller voir les choses au plus profond, ne pas se contenter simplement de dire, comme certains pouvaient imaginer, l'organisation de la Terre comme un chaos, mais un chaos qu'on ne pouvait guère expliquer, si ce n'est par des destinées un peu mythiques, qu'on peut savoir exactement comment les choses se sont faites, comment les couches se sont inversées. Hein, ça, c'est le parti de l'entaille, alors que certains, par leur collection, dans leur cabinet de curiosité, accumulaient tout un tas d'objets qui leur permettaient de cultiver l'art du détail, de montrer ce qui était beau, d'être dans l'esthétique plutôt que dans la science. Je crois que tout le livre montre ça. Et puis il y a aussi quelque chose que j'adore dans ce livre, c'est ces chapitres sur Venise, une ville qui m'est chère, n'est-ce pas, Jean-Louis, hein, mais rien de commun, il n'y a pas de poncif, on n'est pas là dans un étalage de ce qui pourrait être la décadence de Venise au XVIIIe siècle, l'éternel bal costumé. Non, on est là, au contraire, dans un monde qui vit cette nouvelle destinée du savoir, où on s'interroge sur ce que deviennent toutes ces collections, toutes ces accumulations qui sont dans les salons et dans les cabinets des palais. Et puis, il y a aussi, traversant le livre, là, la franc-maçonnerie, ça m'a fait d'ailleurs penser à Fable de Venise de Corto Maltese, puisque la cérémonie y ramène quand même. Hein. Donc il y a tout un tas de dimensions documentaires qui, moi, m'ont beaucoup intéressé. Hein, et pour moi, ce Pays de l'horizon lointain, c'est vraiment un grand livre par ses qualités littéraires, cette capacité à nouer. Alors, la quatrième nous invite, quatrième de couverture, nous invite à le dire, hein, à nouer l'ordinaire d'un homme avec l'exceptionnel, avec l'historique. Et c'est aussi un texte érudit, élégant, avec des phrases limpides, souvent riches, évocatrices. Voilà, pour traverser un monde mouvementé, on passe comme ça une cinquantaine d'années de la vie d'un homme à travers des moments qui sont, je disais, c'est une chronique, mais qui touchent aussi les grands moments de notre histoire européenne.